3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et conclure cette semaine positive pour les marchés actions notamment et pour les marchés obligataires. Les 2 grandes classes d'actifs auront rallié cette semaine. Aymeric Dida est avec nous, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Julien Kissrebert d'être là ce soir également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes gérant chez Taylor Asset Management et Axel Bott en notre compagnie également ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management. Axel, c'est donc le facteur duration qui a été la source de performance cette semaine sur les marchés. Autrement dit, nous assistons depuis quelques jours maintenant à un mini rallye obligataire assez puissant, concentré sur quelques heures, quelques jours. On est passé, je le disais, sur le 10 ans américain de 4,90 à 4,50 et même un peu moins au plus bas du jour quand on regarde les rendements obligataires. Que consacre ce rallye obligataire ? Qu'est-ce que ce rallye obligataire vient sanctionner parmi toutes les infos dont on a disposé cette semaine ? Alors, il vient sanctionner, je pense, la fin du pire des attentes. Quelque part, on a commencé la semaine avec une hypothèse que le refinancement du Trésor américain aussi allait peser de nouveau. C'était un petit peu le début de l'envolée des taux, en début août, quand ils avaient annoncé rallonger la dette assez sensiblement, avec des tailles d'émissions qui étaient plus importantes. Là, il n'y a pas d'accélération dans les tailles d'émissions et ça a suffi à calmer les craintes de hausse des taux. Là-dessus, Powell s'est dit que la hausse des taux avait fait une partie du boulot. Ils étaient plus obligés d'accentuer encore leur serment monétaire via les taux courts. Donc, tout ça a un petit peu rassuré tout le monde, entamé une phase de couverture de ces positions vendeuses et qui se sont amplifiées avec l'ISM manufacturier qui est un petit peu plus mauvais et puis un certain nombre de stats qui sont assez Goldilocks, comme on dit, c'est-à-dire un ralentissement, une désinflation progressive sans drame économique puisqu'on est dans un ralentissement qui va probablement durer 3 à 6 mois après le très forte croissance du T3 que la Fed a un petit peu décidé d'ignorer. Plus personne n'est data dependent en ce moment. On se donne un petit peu de temps et là où peut-être la dépendance en données aurait justifié de durcir encore le ton, on s'est donné du temps et ça les marchés aiment bien. Ça donne un petit peu de visibilité sur la trajectoire monétaire. Le danger, c'est que ce raisonnement est un petit peu circulaire. C'est-à-dire si Powell se satisfait du mouvement de marché et disant ça engendre le mouvement inverse, peut-être qu'aujourd'hui, les conditions financières se sont trop détendues par rapport, et les marchés ont tendance à exagérer, à surréagir. Et peut-être que finalement, aujourd'hui, les taux longs sont devenus un petit peu trop bas. Les spreads de crédit qui ont énormément resserré sont peut-être trop faible par rapport aux fondamentaux économiques. Attention à ce que ce genre de mouvement ne devienne pas contre-productif du point de vue de la stratégie de la Réserve fédérale américaine. Je pense, oui, parce qu'on est à la merci d'un choc sur les prix de l'énergie de nouveau. Les salaires décélèrent gentiment, donc toujours à 4%, donc c'est difficile d'assurer le retour à 2% dans ce schéma. On a que 150 000 créations d'emplois, mais en fait, il y en a 30 000 qui proviennent des grèves automobiles. Donc, finalement, on était en ligne avec le consensus. Ouais. Et on aura plus 30 000 le mois prochain, c'est ça, grosso modo. Donc, on absorbe largement l'augmentation normale de la population active avec ces créations d'emplois. Donc on n'est pas forcément dans une situation où la détente du marché du travail est suffisante pour assurer l'équilibre macro qui est visé par la Réserve fédérale. Donc, difficile de proclamer la fin du bear market obligataire. Enfin, c'est difficile de dire à ce stade qu'il y a un soulagement, mais qu'il puisse être durable, c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire, notamment parce que pour l'instant, on est sous le régime de la Stop Gap Bill aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'a pas voté le budget. On a juste voté un mini-budget qui repousse l'échéance jusqu'au 17 novembre. Oui. Et je pense que, logiquement, ça a impacté la décision de refinancement du Trésor. Donc peut-être qu'on a repoussé à février la décision où on aura le budget, on saura combien on devra réellement emprunter, et peut-être qu'on aura une deuxième salve d'inquiétude sur ce qui peut, et ce qui était encore il y a quelques semaines, une petite inquiétude sur la spirale de la dette, non seulement en Europe avec l'Italie, mais aussi aux États-Unis. Qu'est-ce que peut être le Japon si les taux s'envolent ? Enfin, ça peut revenir en fait. Oui, à l'aune d'un vrai budget complet américain, on aura peut-être un programme d'émission du Trésor un peu différent de celui qui a été annoncé pour l'instant. Bon,
il n'en reste pas moins quand même que ce soulagement qu'on a vu sur les marchés obligataires a eu un impact immédiat évidemment sur les marchés d'actions. On avait 6 semaines de baisse consécutive, je crois, au moins en Europe et peut-être même aussi aux États-Unis. En tout cas, 3 mois de baisse, juillet, août, septembre, août, septembre, octobre, pardon, pour le S&P 500 et le Stoxx 600. Le mois de novembre, en tout cas sur la première semaine, marque un point d'inflexion. En tout cas, un peu de mieux. Un peu de mieux. C'est vrai qu'on a eu une corrélation assez forte avec les taux d'intérêt également. Et le fait qu'il y ait un grand soulagement sur la partie obligataire redonne tout de suite pas mal d'air au marché actions. Et pour une fois, on a aussi même vu les petites capitalisations rebondir un peu plus fort. C'est assez rare et ce qui est un point à noter. Les indices small cap surperforment là sur la semaine, a priori. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt c'est assez rare ces derniers temps. Donc puisque la performance des petites valeurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, elles sont quand même assez catastrophiques, particulièrement en Europe et en France. Donc là, on a un petit peu de soulagement. Ça fait pas de mal. Ça fait quand même 1 an et demi qu'on postpone toutes les stratégies de banque centrale et toutes les stratégies de fin de resserrement de taux. Donc peut-être qu'avec le discours qu'on a eu de la Fed, on s'oriente quand même sur un moment où ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter parce qu'en effet, il y a beaucoup de refinancement aux États-Unis. Il faut savoir que, par exemple, sur les 3 prochaines années, il y a à peu près 40% de la dette d'État américaine qui doit être refinancée. C'est énorme. Pour se donner un petit ordre d'idée, c'est que 24% de la dette française qui est à refinancer dans les 3 prochaines années. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment où ça va s'arrêter et peut-être qu'on s'approche plus que jamais, voire peut-être qu'il ne va pas aller plus loin sur d'autres relèvements de taux aujourd'hui de la part de la Fed. Et ça, les marchés attendent clairement ça pour reprendre une trajectoire constructive. C'est intéressant ce point quand même. Ça veut dire que la Fed, on est arrivé au point où l'inflation et la désinflation aux États-Unis permet à la Fed de prendre en compte des enjeux de moyen-long terme autres que la seule question de l'inflation. Qui sont ultra importants, mais surtout commencent aussi à voir les limites. Parce que, quoi qu'on en dise, le travail qu'elle a fait, il est génial. L'inflation, elle n'a pas arrêté de baisser quand même dans le temps. Ça, on n'a pas le droit de le dire, mais il faut quand même le dire. Une partie est liée à la Fed. Une grosse partie du chemin est fait et a été fait grâce aux hausses de taux de la Fed. Donc clairement, aujourd'hui, on a vraiment de bonnes des indicateurs économiques qui nous montrent qu'ils l'ont fait très vite, très fort. L'économie a tenu, pouvait l'absorber. Et aujourd'hui, on en voit les effets. Donc, s'ils n'ont pas fait le job, je ne m'y connais pas. Mais en tout cas, à ce jour, c'est fait. Et aujourd'hui, on peut quand même commencer à se projeter sur autre chose. Donc, c'est pour ça que les marchés reprennent une bouffée d'air. Et je parle, en tout cas, d'un apaisement, mais pas du tout d'une euphorie. Parce que clairement, quand on écoute les premiers résultats du 3e trimestre qui sont publiés depuis 15 jours, depuis une semaine, c'est quand même pas non plus la grande joie dans les discours des... C'est pas les résultats qui soutiennent le rallye action, c'est bien les taux qui soutiennent le rallye action. On est d'accord. Les taux. Et on le voit, c'est les sociétés qui avaient pas mal baissé à cause de leurs problèmes bilanciels, qui sont très leveragées, qui ont souvent beaucoup baissé. C'est celles-là qui ont rebondi le plus pendant cette phase-là. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à se dire, attention, c'est pas encore un rebond constructif. C'est pas la grande qualité qui a rebondi, on peut dire ça. Il y a une partie quand même. Regarde le rebond LVMH sur la semaine, c'est quand même assez important. Certes. Donc il y a quand même des valeurs de qualité qui ont rebondi. Mais quand on voit les rebonds d'Alstom ou d'autres valeurs, je suis pas sûr que ce soit des valeurs. Ils y sont toutes, Worldline, Alstom, Téléperf, on peut en citer quelques-unes, ou même Sanofi. Donc pas aujourd'hui, mais clairement, il y a un rebond des valeurs de moyenne qualité qui sont dues à leur structure bilancielle, à l'abaissement des taux d'intérêt. Maintenant, on peut commencer à se projeter sur la suite et c'est ça, aujourd'hui, qu'on doit essayer un petit peu d'imaginer pour les semaines à venir. Bon, sur cette ambiance de marché, Julien, qu'est-ce qui vous intéresse ? Évidemment, la question étant de savoir si c'est un rebond durable, en tout cas qui peut avoir des moteurs encore devant, ou est-ce qu'on est dans le risque d'un piège, d'un bull trap ? C'est toujours une question difficile, mais je dirais que non, plus sérieusement, ce rebond, c'est toujours la même chose. C'est le discours des banquiers centraux, donc c'est vrai qu'on parle souvent de la classe d'actifs actions, mais c'est quand même le marché obligataire qui est le driver assez régulièrement. Bon, un peu de prudence, effectivement, parce qu'il y a quelques éléments qui permettent de se dire que les créations d'emplois un peu plus faibles, il y a des facteurs très spécifiques, que globalement l'inflation baisse, mais voilà, on est quand même dans une zone où c'est assez,
on a une économie quand même qui se tient plutôt très très bien aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des situations très différentes aussi des deux côtés de l'Atlantique, donc c'est dur de faire un panorama global, mais aux États-Unis aussi, la Banque centrale a bien fait son travail, certes. Il y a aussi des déficits budgétaires très importants qui ont été mis en place pour soutenir l'économie. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça s'est fait au prix d'un endettement de la sphère publique. Et c'est vrai aussi en Europe, d'ailleurs. Et puis, on a eu ce phénomène de consommation de l'épargne qui avait été accumulée pendant le Covid, qui a été utilisée et qui a permis finalement de passer cette zone un petit peu sans encombre, entre guillemets. Et puis là, c'est toujours la même chose. Le discours des banquiers centraux est assez logique, finalement. On sait que ça met toujours un peu de temps à se diffuser dans l'économie réelle, le durcissement des conditions de financement. Bon, aux États-Unis, on parle de taux pour l'immobilier autour de 8%. 8, ouais, c'est ça, ouais. Donc ça commence à être quand même assez significatif. La bonne Même nouvelle... si personne n'emprunte à ces taux-là, enfin, c'est presque un taux un peu factice, quoi. Enfin... Et puis surtout, non, mais ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est que globalement, il y a quand même un changement structurel. C'est qu'on a des salariés, en tout cas, qui ont repris du pouvoir et qui arrivent à négocier des hausses de salaire. Donc ça, c'est quand même un changement important et c'est ce qui permet de soutenir la consommation. Et c'est vrai que dans les pays occidentaux, c'est le moteur de croissance, la consommation. Donc c'est indéniable que c'est un facteur extrêmement important et c'est peut-être le changement un peu de paradigme auquel on ne s'attendait pas forcément de manière aussi forte. C'est aussi un élément qui a échappé peut-être à l'analyse à un certain stade. Oui, tout à fait. Donc, je pense que globalement, on aurait demandé à tous les investisseurs il y a un an, si le 10 ans américain touche les 5%, vous pensez que la croissance américaine va être où ? Oui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand Non, monde mais qui c'est aurait sûr. parié sur Et on ça. a vécu 10-15 ans où l'obsession, c'était la demande. Il n'y avait pas de demande, il fallait soutenir la demande, etc., etc. Et d'ailleurs, ça se voit dans le résultat des entreprises, c'est ce qu'on disait. Alors voilà. Les large caps, globalement, qui ont du pricing power, en moyenne, ça se passe plutôt pas trop mal. Les small caps, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et on retrouve cette logique, effectivement, de pricing power qui est extrêmement important et qui fait que certaines structures ont plus de mal à naviguer dans cet environnement. Sur la consommation, là, qu'est-ce que vous retenez je pose la question aussi à Aymeric, mais Julien, gardez la parole. Sur des résultats des grandes entreprises de consommation, de biens courants ou de biens plus discrétionnaires. Est-ce que ça permet de se faire une idée un peu plus précise de l'état de forme du consommateur américain, ou en tout cas de là où vont ses intérêts et ses dépenses aujourd'hui, Julien ? Ce qu'on voit globalement, c'est que, alors déjà, on voit entre les sociétés des très grandes différences. Ouais. Ça, c'est le point extrêmement Y compris dans le même secteur ? Y compris dans le même secteur, le secteur du luxe, évidemment, où on a des parcours extrêmement différents. Et là, c'est là que l'on voit les marques qui sont réellement puissantes, celles qui le sont un peu moins. Pense à Gucci, qui est un peu plus fashion, versus un Hermès ou un Louis Vuitton, qui sont des marques plus iconiques. Donc ça, on voit clairement des différences se faire. Donc je dirais qu'il y a un peu de retour du stock picking. Toute proportion gardée, mais en tout cas, intrasectoriellement, on peut voir des choses se dégager. On ne le voit pas forcément sur toutes les valeurs, puisque les valorisations, parfois, peuvent sembler quand même extrêmement basses sur certaines valeurs moyennes, et très très basses sur les petites. Mais bon, il y a certainement des raisons, on l'a dit avant. On arrive à un moment où l'économie va ralentir, et donc le pricing power, tout ça, évidemment, devient important. Sur la consommation, oui, en deux mots, écoutez, sur le consommateur américain, ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant. L'Europe, ça se maintient, bon an, mal an, il n'y a pas de grosses surprises. L'Asie, on a une petite reprise en Chine, mais qui reste très timide. On l'a vu sur les spiritueux, où c'est pas toujours très facile. Alors après, il y a des stratégies spécifiques, Rémi Cointreau sur le cognac, mais globalement, on voit que les spiritueux, c'est pas trop ça en ce moment. Et l'automobile qui, étonnamment, reste assez dynamique, globalement. Pourtant, consommation discrétionnaire, très soumise à l'évolution des taux d'intérêt, et qui se porte pas si mal dans cet environnement. Je retiens, alors là aussi, il y a des segments de marché, il y a différentes stratégies, différents positionnements. C'est le CFO de Mercedes qui publiait il y a une semaine ou 10 jours. On ne peut pas augmenter notre production telle qu'on le souhaiterait aujourd'hui. Il y a encore dans certains secteurs industriels de manufacture encore des problèmes de supply chain. Dans l'aéronautique aussi. Régulièrement, le patron de Safran ou d'autres explique que pour eux, l'état de la supply chain est encore très désorganisé par rapport à l'optimal et en tout cas ce qu'ils pourraient attendre de l'optimal aujourd'hui. Mais c'est assez normal parce que finalement, on regarde le vrai pur retour de la Chine à l'ouverture.
ne s'est fait qu'au premier trimestre. Le premier trimestre, après le deuxième trimestre, ils ont pour beaucoup eu le Covid, donc ça a continué d'être très désorganisé pendant tout le deuxième trimestre. Donc finalement, ils ont recommencé vraiment à travailler de manière organisée au troisième trimestre. On est fin de troisième trimestre, donc les vraies problématiques de supply chain, il faut largement ce temps-là pour qu'elles reviennent à la normale. Donc je ne suis pas étonné d'entendre ce genre de discours. Par contre, c'est vrai que quand on parle consommation, cette année, on a particulièrement fait attention dans le stock picking au positionnement, à la localisation du chiffre d'affaires des entreprises. Parce que c'est vrai que la zone Asie a mis énormément de temps à redémarrer. Ça redémarre avec une vitesse qui est extrêmement faible, avec en plus un protectionnisme très fort des autorités chinoises sur les biens chinois au détriment des biens internationaux, à l'image de l'automobile, qui a été fortement aidé et incité sur les marques chinoises en Chine, pour les Chinois consommateurs chinois, par rapport au reste du monde. Donc c'est là aussi où il fallait faire très attention au positionnement. Alors c'est vrai que de l'hyperluxe, je prends par exemple Hermès, ils s'en sortent très bien parce que ils sont sur, pas un monoproduit, mais une monomarque exceptionnelle. LVMH, on l'a vu, a eu plus de mal, parce que c'est une marque, certes tout est premium, mais c'est plus massifié comme... Très diversifié. Oui. Donc forcément, a été plus impacté qu'un Hermès. Donc là, on voit déjà les premiers effets. Et donc c'est pour ça que dans le stock picking, on a dû faire attention à ça. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que pour le moment, les États-Unis, ça tenait. Ça, c'était assez étonnant parce que la consommation, la fin de la consommation de l'épargne, déjà Q1, on avait quasiment tout consommé, il n'y avait déjà plus rien. On commençait déjà à avoir des... Non, mais il y a des salaires. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de vivre qu'à crédit. Mais les salaires avaient augmenté. Ouais. Et ça a maintenu un niveau de consommation assez élevé. Après, c'est toujours très disparate quand on voit les résultats d'un Estée Lauder où ça a été quand même très compliqué sur la publication. Donc tout n'a pas marché dans le stock picking. Sur les biens de consommation, ça a été très sélectif. Si on doit réfléchir à l'hypothèse d'un choc macro, d'une rupture macroéconomique par rapport à la résilience qu'on observe notamment côté américain, mais également côté européen dans une moindre mesure, Axel, d'où peut venir la rupture? Est-ce que ça peut être du point de vue de la consommation que les choses peuvent craquer, ou est-ce que c'est ailleurs qu'il faut regarder dans les facteurs de croissance? On a eu des chiffres de PIB en Europe. Bon, en France, même si le chiffre global n'est pas glorieux, quand on enlève les stocks et la contribution négative, je crois, du commerce extérieur, on a une demande interne privée finale qui est quand même extrêmement solide aujourd'hui, qui semble extrêmement solide. Et ce qu'on a vu également dans les chiffres de PIB américains pour le troisième trimestre. Oui, alors, mais sur la France, un peu comme partout en Europe, on pouvait s'étonner de la faiblesse de la consommation malgré tout depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pris conscience de ce que la désinflation allait apporter aux consommateurs, parce qu'on a une certaine résilience des salaires, même s'il y a l'emploi c'est un petit peu affaibli sur le T3 en France, mais on a encore un peu de salaire, donc on va rentrer dans une phase un petit peu plus bénéfique en termes de salaire réel en Europe. Donc je pense que ça peut être la bonne surprise de 2024, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a eu cette contraction un peu partout de la conso qui était d'une ampleur assez incroyable, et pour donner juste un chiffre, on est à peu près 2,5 points au-dessus en termes de taux d'épargne par rapport à ce qui prévalait avant crise. C'est très français, et en Allemagne aussi, je crois. Mais zone euro, en fait. En zone euro globale. En zone euro globale, en France particulièrement. Donc on a non seulement la réserve d'épargne liée à la non-consommation des années Covid, mais en plus un comportement d'épargne depuis quelques mois qui reste, je pense, pénalisé par l'inertie de la perception de l'inflation, je pense. Et je pense que c'est une réserve de croissance sur 2024 qui est importante. Un ressort de croissance qui pourrait nous surprendre à la hausse. Aux États-Unis, on est plus avancé là-dedans, même si les chiffres révisés ont montré qu'il y avait un peu plus d'épargne que ce qu'on imaginait. Et donc le taux d'épargne était un petit peu plus fort. Et comme vous le disiez, malgré tout, on continue à créer des emplois. Les salaires sont toujours entre 4 et 6, suivant les mesures qu'on retient. Mais quelque part, on a une croissance autonome de la conso qui va s'auto-entretenir aussi. Alors, le problème aux États-Unis, il est toujours lié à l'endettement. Je pense que quand on regarde la progression du crédit conso ces derniers temps,
Oui. On a comblé le trou du Covid, même à vitesse grand V. Et quand on regarde les taux sur les cartes de crédit, on a quand même... ça pique, on est au-delà de 20%. À un moment, on a vu d'ailleurs que, je crois, le dernier mois ou le mois d'avant, il y avait un remboursement net des cartes de crédit. Vous savez, à la fin de chaque mois, vous avez le choix de payer la minimum balance, de payer un petit peu plus. Bon, ils ont payé un petit peu plus, parce que bon, à 20% de taux d'intérêt, ça pique, ça fait mal. Ouais. Donc voilà, c'est toujours un peu la fragilité du cycle américain, mais pour l'instant, c'est une machine à créer des jobs qui se maintient, quoi. Et donc la conso, elle continue de tirer le PIB américain. Un petit mot sur le pétrole et peut-être même les matières premières en général, mais sur le pétrole déjà, Axel, pourquoi le pétrole n'est pas plus élevé ? C'est la question, notamment dans le contexte géopolitique de tensions qui ne se détendent pas depuis le 7 octobre dernier, notamment. Comment on explique que finalement, sur cette période-là, le pétrole a plutôt baissé? Je rappelle que fin septembre, avant les attaques du Hamas contre Israël, le baril de Brent était monté jusqu'à quasi $97, je crois, de mémoire. On est largement $10 en dessous aujourd'hui. On est $10 en dessous. Alors la production américaine a quand même répondu au prix plus élevé, puisque sur le mois de septembre, on a dû voir la production américaine augmenter de 400 000 barils jour. Alors, ce qui n'est pas... après une longue période d'inertie, c'est un secteur qui avait été marqué par en 2020 et puis 2015 avant, qui avait purgé 2 fois le secteur. Et il y avait clairement une réticence de la part des dirigeants de ces boîtes de faire de la croissance pour la croissance. Ils sont plus indexés sur l'EBITDA, ils sont indexés sur la bottom line. Et donc ça change la donne un petit peu. Donc, mais bon, à $90, on est quand même rentable dans le shale, donc on a de nouveau un petit peu d'expansion. On sait qu'il y aura probablement aussi un soutien public à terme, puisque il y a plus de marge pour diminuer les réserves stratégiques. Donc, la puissance fédérale va devoir un petit peu reconstituer et quelque part probablement passer des contrats avec l'industrie pétrolière américaine pour, à terme, remettre les réserves à un niveau adéquat. Les Saoudiens, de leur côté, ont un petit peu calmé le jeu. Ils ont un rôle un petit peu, ambigu dans la crise actuelle. Ils avaient normalisé leur relation avec Israël. Et je pense qu'il y a eu une nouvelle qui est peut-être passée un petit peu inaperçue, mais ils n'ont pas augmenté autant que prévu leur prix à destination de l'Asie pour le mois de novembre. Donc ils ont joué un petit peu la calmie là aussi. Ils ont les marges de manœuvre pour fournir le million de barils qui peut atténuer les tensions. Et je pense qu'ils ont eu un rôle un petit peu stabilisateur dans cette période-là. Maintenant, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus tendu que ça, puisque les stocks commerciaux sont toujours plutôt bas un peu partout. Donc, on s'en est étonné, qu'il n'y ait pas de crise géopolitique en plus. Donc, effectivement, il n'y a pas eu ce spike qui aurait été peut-être le choc de trop. Là, pour le coup. Bon, on suit ça évidemment, mais sur la journée d'aujourd'hui, après la prise de parole du leader du Hezbollah libanais, on est à nouveau en baisse sur les cours du pétrole. On est autour de 85 pour le baril de Brent aujourd'hui. Sur la partie résultats d'entreprise, alors au-delà de la consommation, peut-être quels sont les premiers enseignements un peu globaux de la période de publication. Puis je veux bien qu'on revienne aussi sur les accidents et la série d'accidents qu'on a connus sur les marchés boursiers ces dernières semaines. Pour des valeurs qui appartiennent à des indices de standing, quoi. Enfin, des grands indices de grande capitalisation boursière. Je vous ferai la liste, je vous referai la liste si vous voulez, Julien. Mais globalement, sur les enseignements de résultats, est-ce qu'il faut s'attendre à quelques trimestres un peu plus compliqués du point de vue des marges? Et ça pose à nouveau la question du soutien qu'on peut attendre pour les marchés actions dans les prochains mois. Il y a la baisse des taux. C'est un soutien de taille évident sur la semaine. Est-ce que le momentum des bénéfices peut apporter un soutien supplémentaire ou pas? J'y crois peu, parce qu'on rentre, comme on le disait au préalable, sur quelques trimestres, 1, 2 trimestres, 3 trimestres, on verra un petit peu plus difficile.
Et les entreprises commencent tout juste à le ressentir et à en parler. Donc, on est vraisemblablement au début de ce ralentissement, et donc avec des résultats de marge, des résultats qui vont être un peu difficiles. On voit que l'industrie, c'est quand même compliqué d'une manière générale, avec des cas typiques, l'aéronautique qui rebondit forcément. Oui, après, oui, mais Maersk, par exemple, voilà, c'est ça. Effectivement, tout dépend comment on était positionné pendant le Covid et si on en a profité ou pas. Exactement. Donc, on voit Maersk qui perdait 18% en séance. Donc, on voit quand même des signaux là-dessus qui ne sont pas extrêmement positifs. Oui, les résultats vont être compliqués. Après, globalement, c'est le débat des taux qui revient et de la valorisation, parce que la prime de risque sur le marché action, est-ce qu'elle est haute ou pas, tout dépend de son scénario sur les taux, finalement. Donc oui, en PE, en facial, globalement, c'est pas cher. Ça, c'est clair. Mais avec des taux élevés, c'est pas non plus complètement anormal. Donc si les taux rebaissent, forcément, ça redonne un peu d'allant au marché action. Et puis je pense surtout que le marché, comme toujours, il se projette. J'invente rien, c'est toujours la même histoire. S'il voit les taux commencer à baisser, il se dire c'est bon, les banques centrales continuent à dire on va être plus calme. Finalement, le marché va se dire on va avoir 2, 3, 6 mois compliqués, puis après ça va repartir. Donc je n'ai pas d'inquiétude particulière sur le marché, même si je ne m'attends pas spécialement à un rallye de fin d'année. D'accord. Très important. Mais pas non plus un risque d'accident majeur, un espèce de phénomène de capitulation. Oui. Parce que autant on a eu des phénomènes de capitulation sur des marchés obligataires qui ont perdu 50% en 3 ans, autant sur les marchés actions, c'est pas clair. C'est pour ça que je trouve que les épisodes un peu spécifiques, idiosyncratiques qu'on a eus, est-ce que c'est pas déjà des phénomènes de capitulation? Alors, capitulation, c'est général. Là, c'est sur des titres spécifiques, mais est-ce qu'il faut attendre une réaction un peu plus marquée à un moment? Il y a eu une espèce de réaction un peu excessive, apparemment sur certains titres, en tout cas si on raisonne valo, c'est mon point de vue. Évidemment, il y a eu des déceptions, mais c'était pas forcément des entreprises qui avaient des problèmes bilanciels, si on parle des 3 plus grosses. On parle de qui, du coup, pour Sanofi, bien sûr. Oui, non, ça c'est sûr. Il n'y a pas un niveau d'endettement non plus qui est complètement délirant. Voilà, donc il y a eu quand même... Alstom, c'est un autre sujet. C'est la énième déception sur la génération de cash et la capacité à gérer les contrats Bombardier qui étaient de mauvaise qualité. Donc c'est plus ça, je pense, qui fait la sanction. Mais on n'est pas sur des structures, en tout cas, où on se dit, même si sur Alstom, il y a régulièrement des rumeurs d'augmentation de capital, normalement, on est sur des sociétés où il n'y a pas de sujet de cette ampleur-là. Donc, je pense qu'il y a des réactions un peu épidermiques. Je pense que le marché aussi a beaucoup changé, de manière générale. On parlait des small caps. Le marché, maintenant, c'est un marché de l'ETF. C'est un marché où, finalement, les grosses entreprises, et c'est une réalité, captent de plus en plus de la valeur, parce qu'elles ont plus de pricing power, plus de capacité d'innovation, etc. Donc c'est vrai que les investisseurs, on parle souvent de l'indice, les Seven Magnificent, qui ont fait une performance incroyable cette année. On est un peu dans ce scénario où finalement les gagnants prennent tout, entre guillemets, donc comme disent nos amis anglo-saxons, mais donc on est quand même dans ce scénario-là. Donc je pense qu'il y a ce phénomène-là où on se dit une valeur moyenne, où c'est un peu compliqué, ou petite, je sors, de toute façon c'est pas la peine. Ça crée des effets boule de neige puis après, chez les participants de marché. Il y a tous les algorithmes derrière qui tournent, qui vont vendre. Je ne suis pas persuadé que Worldline sur la publication méritait un moins 60. Vous défendez Worldline, mais ça rebondit. Oui, ça rebondit. Mais... Non, mais il y a eu un effet de lassitude, j'ai l'impression aussi, qui s'est installé, notamment autour du secteur des paiements, parce qu'avant Worldline, c'était Adyen. Avant, il y a eu Wirecard. Et puis voilà, et puis si on remonte à 2020, c'était Wirecard, effectivement. Donc il y a quand même un passif, j'allais dire, dans le secteur des paiements qui est un peu lourd. C'est cet après-midi avec des collègues, sur l'actionnariat aussi de... bien sûr. Mais le secteur des paiements, j'ai constaté depuis les quelques années où je fais ce métier, où il y a quand même toujours des périodes d'amour et de désamour total. Oui. Vous regardez le parcours historique d'Ingenico, un jour tout le monde en voulait, on payait plus de 10 fois l'EBITDA. Darling absolu. Ça à 4 fois parce que plus personne n'en voulait. Enfin bon, on a eu plein de fois ce cycle dans ces dernières décennies. Y compris avec les nouveaux acteurs. Adyen, ça a valu 100 ou 150 milliards de market cap. Oui, mais la valo était... Ah bah oui, mais ça, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Voilà, sur Worldline, là, on tombe à aller à 5 fois l'EBITDA. Ça n'a plus beaucoup de sens, quoi. Ça ne peut pas dire que ce soit très cher, sauf à se dire que
qu'il n'y aura plus de paiement par carte bleue définitivement. En Allemagne. Bon, ça me paraît quand même un peu... Voilà, non, mais bon. Et Sanofi, c'est la réaction, pas de cash flow à court terme, parce qu'ils augmentent la R&D, on n'aime pas ça, voilà, donc le titre se fait sanctionner. Bon, c'est à moins 20% et peut-être un peu sévère, enfin à moins 18%, c'est un peu sévère. Ouais, moi ça soulève quand même des interrogations, parce que je veux bien qu'on ne mette pas tout le monde dans la même case, parce qu'effectivement, Alstom vaut pas Worldline, qui vaut pas Sanofi. Bien sûr. Siemens Energy, c'est un autre problème. voilà, Ørsted 2 fois d'affilée depuis cet été, etc. Enfin, qu'est-ce que ça nous dit quand même du fonctionnement ou des dysfonctionnements du marché aujourd'hui boursier, Il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a le fait que ça soit aussi certaines valeurs qui soient sujettes à des telles variations. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un AXA qui ce matin ne fait pas son chiffre d'affaires, est en dessous de toutes les métriques qui étaient attendues par les analystes. On connaît la qualité de la valeur. Elle ne baisse que de 2 à 3%. On n'ouvre pas à moins 15 ou moins 18 comme une Sanofi, parce qu'on sait qu'on n'a pas la même typologie de société. C'est vraiment des sociétés qui sont différentes. Après, il y a une deuxième chose qu'il faut noter, c'est les volumes qu'on a aujourd'hui, notamment lors des ouvertures. Ça a été assez symptomatique sur Sanofi. Il y a quasiment plus de volume, on le voit en France. C'est plus de la moitié quasiment du volume quotidien qui se fait sur le fixing de clôture aujourd'hui, avec toutes les sorts... Entre 17h30 et 17h35. Exactement. Et aujourd'hui, du coup, il n'y a plus de volume de cotation. C'est-à-dire quand on est vendeur assez rapidement, tout de suite on a un impact très fort sur le titre et qui a expliqué le gros des baisses, par exemple de Sanofi à l'ouverture, mais aussi des autres. Donc on n'a plus assez Sanofi, c'est la 5e market cap du CAC et c'est la 3e pondération du CAC 40. Encore une fois, c'est pas Worldline qui pèse 2 milliards et qui sortira du CAC sans doute dans quelques mois. Il a changé 500 000 titres le jour de l'ouverture de Sanofi, c'est rien. C'est rien. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a asséché les marchés actions et qu'on a quasiment plus de volume pendant la cotation aujourd'hui des marchés. C'est extrêmement faible. Tout se fait sur le fixing de clôture. On se demande même pourquoi on n'a plus un micro-fixing entre midi et 13h pour aller déjeuner. Parce que ça permettrait de resserrer les carnets. Ça, c'est une bonne question pour les patrons d'Euronext, si vous les recevez un jour. Mais au Japon, ça se fait encore, je bien crois. Sûr. Bien sûr, même en Allemagne, ils ont fait un mini-fixing. Mais la réalité, c'est que il n'y a plus de volume, donc ça accélère les mouvements. Donc ça, c'est un sujet. Après, sur les histoires de pondération dans les indices, on voit que ça tourne assez fortement cette année. C'est assez intéressant. On voit par exemple le poids le poids du pétrole. Quand on voit le retour de Total qui a été mal aimé tout au début de l'année, puis aujourd'hui depuis cet été, incroyable. Et aujourd'hui, c'est la deuxième pondération du CAC, avec 9%. Donc on a des mouvements très forts dans les indices cette année et qui sont très intéressants parce que ça donne justement à la gestion active, pour le coup, un peu plus de valeur et ça permet de participer à ces rotations sectorielles qui ont été très importantes cette année dans les indices. On voit les télécoms qui ont connu des périodes de forte hausse d'un coup d'un seul. C'est assez variable et ça permet de redonner de la noblesse à la gestion active et ça, c'est plutôt agréable et plutôt bon signe pour quand on a encore quelques années à travailler dans ce métier. Small cap, qu'est-ce qu'on fait avec cette classe d'actifs qui a... disparu des allocations, disparu des radars et qui continue pour autant de plonger. Alors, cette semaine marquant là aussi un point d'inflexion, mais pareil, depuis la fin de l'été, regardez les graphiques des indices small cap aux US et en Europe, c'est à nouveau un gouffre, quoi. C'est un drame parce qu'il y a un désintérêt des investisseurs pour cette classe d'actifs, il n'y a pas d'entrée de cash. Quand on parle aux vendeurs sur cette classe d'actifs, ils ont très peu de collecte cette année. Et ça veut dire qu'en tant que gestionnaire, on peut rien faire. Tant qu'il n'y a pas de signal de fin de hausse de taux et de projection de baisse, il n'y a aucun soutien fort et massif pour aller investir sur cette classe d'actifs. Quand bien même il y a des sociétés géniales, pas trop chères et avec des valorisations justes, on se demande encore pourquoi ils sont cotés pour certains. Évidemment, on devrait tous rentrer sur cette classe d'actifs aujourd'hui. Mais encore une fois, elle peut continuer à baisser tant qu'il n'y a pas d'amélioration sur les taux. Il faut imaginer que c'est structurel, ces écarts de valorisation entre des petites capitalisations, les grandes capitalisations emmenées par les méga capitalisations, Axel, ou est-ce qu'il y a quand même l'idée, pour un stratégiste, d'un retour à la moyenne à un moment, comme on dit? Il y a une idée de retour à la moyenne, mais dans un environnement macro où on a tendance plutôt à assécher la liquidité, ceux qui sont les plus impactés par ça, c'est sans doute les valeurs qui sont loin des large caps et de la liquidité, aussi faible soit-elle,
qui se concentre sur quelques titres, et en particulier quand le marché peut être tiré par soit le luxe en Europe ou alternativement et quelques grandes capis aux États-Unis. Donc c'est effectivement, on a une liquidité très mal répartie. Peut-être aussi que dans la structure de l'industrie, le fait que la recherche sell-side ait été réduite. Peut-être qu'il y a des sociétés qui sont en dehors du scope et qui le restent, en fait. Ouais. Et alors qu'il y a peut-être effectivement des pépites, alors de la place pour les stock pickers et les analystes. Mais je pense qu'effectivement, l'industrie qui s'est concentrée autour des ETF, autour de l'algorithmique, ça se fait sur les valeurs liquides, donc ça concentre la liquidité. Donc tout ça concourt à faire que peut-être qu'on a certains segments, des pans entiers de la cote qui sont délaissés. Alors même que, peut-être que c'est encore plus bizarre, on essaye de vendre le private equity au retail par ailleurs, ce qui est peut-être le comble. Avec encore moins de liquidité que ce qu'on peut trouver sur les marchés actions, aussi désertés soient-ils. Le comble de cette situation, c'est peut-être ça. Et donc, parce qu'il y a l'horizon de temps qui va avec. En tout cas, il y a l'idée quand même que... qui va avec. Oui, mais dans quelle mesure la personne à qui on va le vendre a cette perception-là. C'est toute la question de savoir si, effectivement, les choses sont claires et carrées pour tout le monde. Mais c'est vrai, la sous-performance des small caps, c'est quelque chose qui est d'une ampleur qui est assez intense. Il y a aussi peut-être en Europe un début de de-equitization, c'est-à-dire qu'on sort un peu de la cote quand on regarde alors le marché se paye pas cher, hein, je passe pas toute ma vie sur le marché action, mais c'est vrai qu'on doit être autour de 12 fois ou à peine, et on a vu des flux sortant quasiment toute l'année en fait. Donc on se demande qui est positionné. Alors c'est peut-être la meilleure assurance pour qu'on n'ait pas de drame. Peut-être que ça peut baisser un peu, mais en tout cas les phases de capitulation dont on parlait peuvent être spécifiques à certaines boîtes, mais de manière générale sur le marché, ça paraît compliqué. Je pense que personne n'est surexposé aux actions. Beaucoup d'institutionnels sont encore sous-exposés. Et les seuls à racheter des actions, peut-être les boîtes elles-mêmes, hein, avec les plans de rachat, ce qui est pas sain. Non. Ce qui est vraiment pas sain pour simplement le fonctionnement, le financement de l'économie. Hein. De toute façon, on le voit dans les flux, hein, pour rebondir, la collecte ETF est très bonne et la gestion active, ça décollecte. Hein. Et la gestion active fait plutôt des small mid. Plus en tout cas. Moi, une nouvelle qui m'a marqué, c'était il y a quelques semaines dans le FT, le patron du fonds d'investissement EQT, hein, donc gros fonds nordique, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça de private equity. Hein, voilà, je n'ai plus les encours en tête. Bref, c'est un majeur. Face au dysfonctionnement justement des marchés liquides, des marchés boursiers qui sont nécessaires à un moment pour les exits, il est en train de se demander s'ils vont pas organiser une bourse interne avec ses LPs, ses partenaires, ses clients, pour former une marketplace en interne et pouvoir effectivement bouger certaines positions de certains fonds et vendre certaines parts. Ça vous fait sourire, Julien? Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé, mais visiblement le marché boursier ne lui convient pas de ce point de vue-là. Est-ce que le marché dysfonctionne ou est-ce que les valorisations dans une private equity sont déraisonnables? Je ne sais pas. Hein. Je laisse faire une opinion. Non, mais c'est sûr. Oui, il y a une vérité quotidienne des prix qu'il n'y a pas effectivement dans les marchés privés. C'est intéressant. Non, mais oui. Industriellement, je me suis dit, tiens, c'est très intéressant parce qu'on a quelques holdings qui sont cotés avec par exemple des Exor, des sociétés comme ça, de la famille Agnelli, on a Berkshire Hathaway. D'autres, et ceux-là sont en train de temps en temps, on le voit avec le patron d'Exor qui disait on va allouer plus de capital aux côtés par rapport à ce qu'on faisait dans le passé. Donc, il délaisse le private equity pour aller plus dans parce le côté. Parce que ça a dû atteindre des tailles tellement importantes. De valorisation. Parce que justement, l'attrait de la valorisation est aujourd'hui dans le côté, moins dans le non-côté. Le non-côté, c'est toujours la même chose. Il faut connaître les horizons de temps, il faut être capable de faire différentes choses dans le non-côté, et puis surtout, de faire des millésimes, d'être capable de faire des C'est ce que je comprends de l'industrie des actifs privés. C'est-à-dire tous les gros porteurs d'actifs privés, institutionnels, etc., en ont tellement aujourd'hui avec des valorisations tellement importantes qu'ils sont en train de dire aux GP, à ceux qui gèrent les stratégies, qu'ils ne vont pas en remettre beaucoup plus. C'est ça. Et donc, ces stratégies-là, il faut qu'elles aillent chercher du cash frais ailleurs, auprès d'une nouvelle clientèle. Exactement. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Non, mais ça vous fait sourire, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Non. On va chercher le retail, une fois que tout le monde est... Bon, ouais, mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu plus
structurant que ça. On verra, hein, c'est l'avenir nous le dira, mais il y a peut-être quelque chose quand même d'une dimension un peu différente que simplement aller chercher le dernier client qui n'a pas de private equity. Mais bon, c'est un produit aussi qui intéresse les gens, parce qu'il n'y a pas de vol pendant certains temps, comme les CPI. Et puis, un jour, on se rend compte que finalement, c'était pas si simple. Et puis, comme l'immobilier, c'est un secteur qui a bien profité des baisses de taux. Voilà, donc on verra si les taux restent un petit peu plus élevés longtemps. On verra ce qui se passe sur les millésimes précédents. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. On a vraiment parlé de la bourse jusqu'aux actifs privés grâce à vous ce soir. Julien Kistreberg qui était avec nous, Taylor Asset Management, Aymeric Didet, Pergam et Axel Bott, Ostrom Asset Management.